D'abord m'excuser pour le titre. Beaucoup de gens sont venus parce qu'ils sont attirés par le titre d'une ville en guerre contre son territoire. Il faut dire qu'au début, je voulais insister surtout sur le territoire et sur le conflit qu'il peut y avoir entre un territoire et la ville qui domine ce territoire. Et le cas de Béjaïa est assez intéressant à étudier. J'ai eu la chance d'avoir participé à pratiquement tous les PDO de la région nord de la wilaya de Béjaïa, سوق التنين وقاس بوخليفة بجايا توجع الأقصى رميز etc. Donc j'ai eu la chance d'être l'économiste qui a participé à ces PDO. J'ai une idée assez intéressante sur les conflits que se livrent la ville et son territoire au détriment des deux. Puis mon ami Bahij m'a invité à plutôt insister sur les ordures, je vais dire les ordures plutôt que déchets, et sans changer de titre, j'ai changé un peu le contenu. J'espère que nous allons tous y gagner au change. Donc, je voudrais parler surtout des ordures. Bon, là, c'est une photo d'introduction. Je vais faire une petite introduction en 3 ou 4 points que je vais agrémenter par des photos que vous allez voir. Donc, le premier point de mon introduction, c'est la ville. Et pour l'économiste, la ville, rapidement, évidemment, vous allez m'attraper sur des points de détail. C'est une concentration d'entreprises et une concentration de travailleurs. On dit c'est un lieu de production et un lieu de consommation, évidemment. La prospérité de la ville, évidemment, est déterminée par la capacité à attirer les entreprises. Les entreprises attirent les hommes attirent les entreprises. Et on se demande pourquoi, dans un pays comme l'Algérie, il n'y a qu'une seule ville. S'il y a un effet d'attractivité, la première ville qui s'installe, elle attire les entreprises et il y aura dans chaque pays une seule ville. En fait, ça ne se passe pas comme ça parce qu'à un certain moment, il se développe des forces contraires qu'on appelle des forces de répulsivité. Donc, il y a des forces qui attirent les hommes et les entreprises vers la ville, puis à un certain moment, il se développe des forces qui repoussent et qui rejettent les investissements et les poussent sur d'autres sites de localisation, évidemment. Et le problème, évidemment, pour la ville, pour les habitants de la ville, c'est de veiller le plus longtemps possible à conserver le pouvoir attractif de leur ville. Donc, il faut garder à notre ville ses capacités à attirer les investisseurs, évidemment. Si on réussit, on prolonge la vie, la prospérité de la ville, sinon la courbe se retourne rapidement et la ville devient répulsive, les investissements la fuient. Et évidemment, le problème des ordures entre la saleté et toutes les pollutions visuelles, olfactives, etc., entrent parmi les phénomènes de répulsion. Le deuxième point d'introduction, c'est celui de l'industrialisation. Je ne vous dis rien sur le processus d'urbanisation très rapide qu'a connu l'Algérie depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, il y a à peu près 3 Algériens sur 4 qui vivent dans les villes. En 1966, il y avait 4 villes qui ont plus de 100 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 40. Il y a, donc, à l'indépendance, il y avait 10 villes qui ont entre 10 et 50 000 habitants. Maintenant, il y en a plus de 60. Et le processus d'urbanisation, donc le passage d'un mode de vie rural à un mode de vie urbain, s'est accompagné par la construction de plusieurs millions de logements. Évidemment, c'est une expérience très brutale, faire passer une population qui a été pendant des millénaires rurale, puis en quelques années la transformer, la mettre dans un moule urbain, c'est une expérience traumatisante, évidemment. Et cette expérience va laisser des traces sur le corps de la ville, notamment par la saleté. Je vais dire un mot de la ville de Béjaïa, évidemment, puisque c'est elle qui nous intéresse. Et il faut dire que le problème des ordures n'a pas toujours été l'apanage de la ville. Il y a eu des périodes antérieures où la ville était propre, où la Kabylie était propre. Puis à un moment, les ordures se sont abattues
Et ayant étudié assez bien la ville, je me rends compte que non seulement on produit les ordures et on les jette n'importe où, mais on crée presque les conditions de ne pas trouver une solution au problème. Comme s'il y a une espèce de consensus à ce que les ordures fassent partie de notre environnement de façon durable. Pourquoi? Comment? Évidemment, notre thèse, celle que nous allons défendre ici rapidement, puisque c'est une simple communication, c'est que les ordures ne sont pas le problème. Les ordures ne sont que la manifestation de problèmes beaucoup plus profonds qui sont situés en amont. Et ce sont ces problèmes-là que nous allons essayer d'identifier et de vous présenter ici. Peut-être qu'on a raté certains qui sont très importants, mais je vais vous parler des 4 ou 5 que j'ai rapidement pu identifier comme étant à la source de la saleté de la ville et de la région de Béjaïa. J'ai identifié évidemment l'école, l'État, la corruption, l'informel, l'architecture et l'urbanisme et la promotion immobilière. Certains ont un effet important, d'autres peut-être ne méritent pas de figurer ici. Ce qui me semble le plus important chez nous, c'est l'échec de l'école. L'école algérienne, le système éducatif, il a 10 millions, une population de 10 millions d'élèves, ce qui est beaucoup plus important que plusieurs dizaines de pays. Il y a des dizaines de pays dans le monde qui n'ont pas 10 millions d'habitants. Donc c'est une population très importante et qui coûte très cher. Elle coûte à l'État à peu près un quart de son budget. Sauf que l'école produit peu de savoir et d'idées novatrices et elle s'offre comme un canal formidable de diffusion d'idées rétrogrades, de la pensée irrationnelle et de l'ignorance crasse. J'ai voulu les mettre en rouge pour qu'on s'en convainque. La réforme de 1976, qui est la plus grande réforme que le système a subie, a insisté sur 3 missions. Il faut algérianiser, il faut arabiser, il faut démocratiser. Et ce sont des objectifs qui ne sont pas les objectifs d'un système éducatif universel. Dans un système éducatif universel, il faut développer, il faut mettre l'école à disposition de l'économie, il faut créer un citoyen modèle, il y a un certain nombre d'objectifs qu'on peut fixer à l'école. Et les 3 missions que l'Algérie a données à son école n'ont rien à voir avec la production et la diffusion de savoir. Il faut algérianiser. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait rien. Dans ma tête, j'ai compris qu'il faut remplacer les enseignants étrangers par des Algériens. Parce qu'il n'y a pas de science algérienne qu'on va mettre... c'est ça que j'ai compris. Mais je peux avoir tort. Il faut arabiser. Arabiser, ça veut dire remplacer les autres langues par la langue arabe. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose. Et il faut démocratiser, c'est-à-dire c'est l'aspect le plus intéressant peut-être, mettre le savoir à disposition de tous les Algériens sans aucune contrainte de sexe, de couleur, d'âge, etc. Évidemment, en réalité, quand on regarde un peu plus profondément, on se rend compte que derrière ce triptyque algérianisé, arabisé, démocratisé, il y a un objectif caché qui est celui d'islamiser. Ah, je fais de la politique. Si on ne se parle pas les yeux dans les yeux, c'est fichu. Et j'ai pu retrouver un texte rapporté par Mme Benghbrit, actuelle ministre de l'Éducation, qui a rapporté un discours de Talb Ibrahimi, qui était ministre en 1970, qui disait, je vais vous le lire pour ceux qui ne voient pas, nous avons souligné à ce propos que l'islam était la valeur des valeurs dans la vie algérienne et que les autres valeurs ne devraient leur importance, leur existence et la considération dont elles jouissent qu'en fonction de l'harmonisation ou du parallélisme de leurs liens avec l'islam, ou bien parce qu'elles ont leur origine ou lui sont soumises. Ça veut dire en clair que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on est doit être soumis à l'islam. Donc c'est ça le véritable objectif, islamiser la société sous le paravent d'arabiser, démocratiser, algérianiser. Et donc l'école perd le nord et se perd entraînant toute la société dans la déliquescence. En quelques années, l'école est transformée en formidable fabrique à produire l'ignorance, la pensée irrationnelle et le charlatanisme.
L'école lobotomisée a mis sur le marché des individus dont le comportement est antinomique avec les valeurs d'une société civilisée du XXIe siècle. C'est ainsi que des gens normaux, des médecins, des cadres, des universitaires, ils vont à la plage, ils laissent les déchets sur la plage. Des gens qui sont civilisés jettent des ordures par les fenêtres. En leur âme et conscience. En faisant cela, ils n'ont pas l'impression de transgresser des lois, de commettre des erreurs ou de commettre des fautes. Ils le font tout à fait normalement. On va dans un parc vert, par exemple le lac Noir que peu de gens ont visité. Qu'est-ce qu'on fait? On jette des sachets d'ordures en plein dedans et ça nous paraît tout à fait normal. Ils viennent pour visiter le lac et ils laissent leurs ordures. Donc l'école, dans mon opinion, a échoué à construire un citoyen civilisé, compatible avec les valeurs du XXIe siècle. Nous devons une partie de la saleté de la ville à l'échec de l'école qui a échoué à produire un bon citoyen. Donc, toutes les stratégies qu'on va développer pour régler le problème des ordures ne pourront jamais marcher si on ne touche pas en amont à l'école algérienne. Je vais vous montrer quelques trucs. Ça, c'est la salle, c'est ma salle à l'université ici. Je rentre un jour des vacances de 15 jours et je trouve que les fenêtres étant ouvertes, les oiseaux, les pigeons sont venus faire leurs affaires et c'est laissé comme ça pendant des années. Ça, c'est un quartier où on jette en toute à mes consciences des ordures derrière sa maison. On arrête pour l'école, on revient à un deuxième échec en Algérie. Après l'échec de l'école, je me suis retourné vers l'échec de l'État. Pendant le premier quart de siècle de l'indépendance de l'Algérie, l'État était tout et l'individu n'était rien. Et l'État, donc, je le dis, est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est lui qui sait tout, qui fait tout, qui dit tout, qui explique tout. Et l'individu n'existe pas. Et donc, on disait, il y a un seul héros, c'est le peuple. Et l'individu n'a pas d'existence économique et sociale. Et l'individu n'a pas le droit d'avoir ses propres amis, n'a pas le droit d'avoir ses propres ennemis, d'avoir tout. Tout ce qu'il est lui est dicté par l'État qui sait tout et qui dit tout. Ce qui fait que finalement l'Algérien, c'est quoi? Privé il n'existe pas parce qu'il pense, parce qu'il est empêché de penser, il n'existe que parce qu'il on dit tout le monde se dit que l'Algérien est un tube digestif, c'est presque une réalité. Parce que si on vous empêche de penser, qu'est-ce qui vous reste de ce que vous êtes? Il reste que vous êtes vivant parce que vous mangez. Descartes disait, je pense donc j'existe. Ici, je mange donc j'existe. Évidemment, c'est la crise de 1926 qui va mettre fin à l'hégémonie de l'État. Donc pendant 25 ans, c'est l'État qui dit tout, qui fait tout, qui investit, qui importe, qui vend, qui achète, qui fait tout. Puis la crise de 1986 arrive, l'État découvre qu'il est incompétent à gérer une économie moderne, il se retire de la sphère économique et il somme les Algériens de se débrouiller, notamment pour l'emploi, donc pour le logement, pour la nourriture, pour l'emploi. Il vous dit, maintenant chacun pour soi, et on demande aux Algériens de se débrouiller, alors que pendant les 25 années qui précèdent, on les empêche de se débrouiller, de prendre des initiatives et d'investir, de faire un certain nombre de choses que font les gens normalement. Et évidemment, poussé à survivre, l'Algérien s'en remet à son instinct atavique. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'accapare de la chose publique, c'est le plus facile. La solution la plus facile pour survivre, c'est d'acheter un cajot d'orange et de le vendre sur un trottoir. Donc on prend le trottoir, on prend la place publique, on vend sur la plage, etc. Il piétine les lois et les règlements.
il vous dit, c'est pour gagner mon pain, et on justifie le fait qu'on passe outre un certain nombre de lois parce que je suis obligé de me débrouiller pour survivre, l'État ne peut plus. Et beaucoup d'Algériens, évidemment, ça se continue jusqu'à aujourd'hui, pensent que le fait de se débrouiller pour survivre les exemples de payer, par exemple, l'impôt, de payer l'électricité, de payer l'eau, de payer le téléphone, etc. Beaucoup de gens aujourd'hui encore ont des appartements, ils refusent de payer le loyer, par exemple. Ça fait partie du processus de la débrouillardise pour survivre. Et finalement, l'État ne pouvant pas faire, ne pouvant empêcher de faire, il laisse faire. Et ce laisser-faire pour préserver la paix a fini par faire croire à l'Algérien qu'en fait l'économie de marché et la démocratie consistent à faire ce que l'on veut. Donc l'économie de marché c'est quoi? On fait ce qu'on veut. C'est ça la loi du marché, et la démocratie également consiste à faire ce que l'on veut, et évidemment y compris jeter les ordures sur les trottoirs, sur les places, etc. Là, c'était devant l'université maintenant, on a enlevé. Vous voyez qu'il y a les ordures. Je ne sais pas qui à l'APC construit les abribus. Et on a jumelé, tous les abribus sont jumelés avec des niches à ordures. Et c'est pas, vous voyez les ordures ici et l'abribus, mais ce n'est pas le seul endroit. Ça, c'est à Sidi Ahmed. Là, vous voyez l'abribus et vous voyez la niche à ordures à côté des... Oui. Là, c'est pire encore, j'aime beaucoup cette photo. On a ici une école, on a ici l'abribus, on a les ordures, on a les écoliers. Et pendant des années, ça se passait comme ça. Et ça ne dérangeait pratiquement personne, évidemment. Là, je ne sais pas où. Il y a tellement d'endroits que... là encore, on a pollué la mer. Construction illicite. Je passe au troisième problème, évidemment, qui peut être à l'origine de la multiplication des ordures dans la région de Béjaïa. C'est le phénomène de la corruption. J'ai la chance d'avoir écrit un chapitre dans un projet de recherche sur la corruption et la corruption en Algérie. La corruption, évidemment, elle se retrouve à la jonction du public et du privé lorsqu'un individu en particulier utilise des biens publics ou les moyens de l'État pour atteindre des objectifs personnels, évidemment. Et la corruption, évidemment, le corrupteur, globalement, c'est l'entrepreneur, et le corrompu, globalement, c'est le fonctionnaire, même s'il y a des cas particuliers. La corruption, elle met l'individu au-dessus de la loi. Vous payez un petit pécule, donc vous graissez la patte au fonctionnaire qu'il faut, et qu'est-ce qui se passe? Vous faites pratiquement tout ce que vous voulez. Et beaucoup d'entrepreneurs ont abusé, ils creusent des tranchées, puis ils laissent les déchets sur place, ils jettent, les gens qui font des olives jettent les noyaux par terre, les camions, on loue un marché, une rue devient un marché, on ne ramasse pas. Donc il suffit de corrompre qui de droit et on se met au-dessus de la loi pour faire ce que l'on veut, et ça fait partie des problèmes de la multiplication des ordures dans la région de Béjaïa. Je vais aller vite. Laisse. Hop. Après la corruption, oui. Je vais me corrompre. Après la corruption, donc il y a le secteur informel. L'ONS, dont les chiffres ne sont pas toujours sympathiques, nous dit que 45% du PIB de l'Algérie est produit par le secteur informel. Si la corruption met l'individu au-dessus de la loi, l'informel le met en dehors de la loi. C'est-à-dire, il n'existe pas. Une entreprise qui travaille dans le secteur informel n'existe pas. Elle est invisible pour l'administration, elle ne paie pas d'impôts, elle recrute les travailleurs sans les déclarer, etc. Et quelqu'un qui n'existe pas peut pratiquement faire tout ce qu'il veut. Et on a vu beaucoup de fois un poulailler qui est là, qui est déclaré, on vient contrôler, on regarde, etc. Un autre poulailler qui est là, qui n'est pas déclaré, les contrôleurs
promoteur passe, il ne le voit pas, il n'a aucun papier, il ne ramène pas sa fiche, ce qui fait que celui qui est déclaré subit tous les problèmes d'administration. Quand vous n'êtes pas, vous travaillez dans l'informel, vous échappez complètement à l'administration et on profite évidemment pour jeter ces déchets n'importe où, puisqu'il n'y a aucun contrôle qui s'exerce sur l'entreprise. Là, ce n'est pas des photos de la Wilaya de Béjaïa. Ça, c'est une photo de Tlemcen. Je l'ai trouvée sur Internet. Voilà un usage qu'on fait d'un espace très rare et très précieux en Algérie. On a 1200 km de côte, soit la plus petite portion de côte de toute la Méditerranée, de tous les pays méditerranéens. Et voilà à quel usage on la destine. Là, c'est à Blida. C'est la gare routière de Blida. Voilà ce qu'on fait de... J'ai encore quelques photos. Évidemment, l'échec de l'architecture de l'urbanisme, je vais vite parce qu'on me somme d'arrêter. Les architectes et les urbanistes ont une petite responsabilité dans ce qui se passe. Si vous prenez ce plan d'un bâtiment, vous voyez que l'architecte a pensé à la cuisine, où vous devrez prendre votre douche, etc. Mais dans tous les bâtiments que j'ai eu la chance de visiter et de voir par plan, jamais il y a un petit quelque chose pour les ordures. Donc quand on vous dit la cuisine, c'est là, on vous fait un coin cuisine, un coin pour la douche, un coin pour les toilettes, un coin pour ranger, etc. Un balcon pour détendre le linge. Et sur les ordures, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait des ordures? On laisse ça à l'initiative de l'habitant, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pense que les architectes ont failli en la matière. C'est un gros problème. Les ordures font partie des fonctions d'une habitation normale et les architectes auraient dû le prendre en charge. Évidemment, voilà, le type d'architecture de bâtiment, tu reconnais un peu ton quartier. C'est dingue. Oui. Comment voulez-vous ne pas jeter les ordures dans la rue avec ça? Comment voulez-vous qu'un camion passe dans cette Casbah? Monsieur disait que Besançon avait un centre historique, etc. Ici, ce n'est pas un centre historique, c'est nouveau, c'est construit il y a 25-30 ans. Et pourtant, c'est une véritable Casbah où aucun camion ne peut entrer. Voilà une autre Casbah où les rues et les ruelles sont tellement qu'il est impossible de ramasser les ordures. Par conséquent, elles restent là, elles s'entassent. Là, c'est Sidi Ahmed, évidemment. Comment voulez-vous ne pas jeter les ordures dans un terrain vague comme ça? Là, c'est une photo. Je ne sais pas comment ils ont croisé les constructions de telle manière qu'il est impossible d'organiser une collecte des ordures. Évidemment, je ne vais pas dire un mot sur la promotion immobilière pour ne pas dépasser le temps et pour ne pas choquer certains entrepreneurs qui sont des promoteurs immobiliers peut-être dans la salle. On va. Moi, je considère que la manière dans la promotion immobilière a été appréhendée dans la ville de Béjaïa et a apporté plus de problèmes qu'elle n'en a réglé. Peut-être que les problèmes de logement ont été d'une manière ou d'une autre réglés, mais on a lâché les promoteurs, chacun fait ce qu'il veut et qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent par exemple une vieille maison d'un étage. Ils en font un R+15. C'est-à-dire que dans un endroit où il y avait un seul habitant il y a 2 ans, il y en a maintenant 80. Ce qui fait que la quantité d'ordures qui va être mise sur le trottoir aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans, elle va être multipliée par 30 ou par 40 sans que les moyens de l'APC ne suivent. Évidemment, quand il n'y a pas de terrain en ville, on construit sa promotion n'importe où, là où il y a du terrain, pas cher, du côté de Ouadrire, dans la forêt, etc. Et ni la PC, ni la Sonelgaz ne suivent automatiquement ces promotions. Et pendant des années et des années, les gens jettent les ordures quelque part à côté de leur cité parce qu'elle a été construite dans un endroit où le promoteur a trouvé un peu de terrain pas cher. Évidemment, il y a beaucoup à dire, mais je pense que la manière dont la promotion a été appréhendée est une véritable tragédie dans la région de Béjaïa.
Évidemment, j'ai écrit une petite note ici, c'est que nous sommes à l'ère de la mondialisation que certains appellent l'ère de l'éphémère. Tous les produits sont éphémères. Un ordinateur, il dure une année, un produit dure, etc. Tous les produits sont éphémères, sauf les ordures. Elles sont très durables, notamment les plastiques. Ils ont une durée de vie qui se mesure en siècles ou en millénaires. C'est un gros problème. La science qui a pu imaginer les produits, etc., n'arrive pas à imaginer comment réduire ces déchets. Donc, pour impacter un fromage dont la durée de vie est de 3 jours, ou bien du lait ou je ne sais pas quoi, on met un sachet dont la durée de vie est de 400 ans. 400 ans, autant. Ans. Oui. Donc, je dis ceci parce qu'il y a en ce moment un débat, nous sommes en période d'élection, où dans la région de Bougie, la mairie dit que ce n'est pas ma faute, les ordures, c'est la faute de la population qui est mal élevée, qui jette, et la population dit que c'est l'incompétence de la mairie. Je n'absous pas la mairie parce que la mairie intervient en aval des ordures. Une fois que les ordures sont produites, il faut que quelqu'un les prenne en charge. La mairie n'a pas les compétences nécessaires pour les prendre en charge, mais ce n'est pas notre problème. Notre problème vient en amont. Il y a un certain nombre de problèmes qui sont qu'il faut régler, sur lesquels il faut agir. Et le problème des ordures n'est qu'une conséquence et qui ne sera jamais réglé si on ne règle pas les problèmes de corruption, de l'école, d'État interventionniste, donc de la régulation par l'État. Et donc, j'allais dire, on perd notre temps à essayer de trouver des solutions à la collecte des ordures. Et je vais m'en arrêter là, je vous remercie.